Samedi 10 juin, vous regardez Al24 News à la une de l'actualité. Explosion d'une usine de missiles retentit à Ankara. Le bilan provisoire affiche 5 victimes. Les circonstances de l'incident n'ont pas encore été élucidées. La Somalie frappée de nouveau par le terrorisme. Une attaque revendiquée par le groupe Al-Shabaab à Mogadiscio fait au moins 9 morts. La Russie va installer des armes nucléaires tactiques au Bélarus, annonce faite par le président Vladimir Poutine lors d'une réunion avec son homologue biélorusse Alexander Loukachenko. Enfin, jour J pour la grande finale de la Ligue des Champions. Ce soir, l'Inter Milan affrontera les Anglais de Manchester City. Madame, Monsieur, bonjour et nous entamons cette édition en Turquie où au moins 5 personnes ont péri tandis que plusieurs autres ont été blessées dans l'explosion d'une usine de missiles située à une quarantaine de kilomètres d'Ankara. L'annonce faite par le ministère turc de la Défense indique que l'explosion s'est produite à l'usine MKE. Selon le gouverneur d'Ankara, aucun autre employé du site n'est déclaré manquant. Une enquête a été ouverte pour déterminer ce qui s'est passé exactement. Mais selon le gouverneur Vassip Saïd, une réaction chimique incontrôlée lors de la production d'explosifs pourrait avoir provoqué l'explosion en question. Dossier palestinien, le jeune Mohamed Bayatsa, âgé de 29 ans, diplomatie palestinienne justement. Le ministère des Affaires étrangères chinois a déclaré par le biais de son porte-parole Wang Wenbin que la visite du président Mahmoud Abbas, prévue le 13 du mois en cours, représente une occasion de promouvoir les relations bilatérales et de soutenir la cause palestinienne qu'elle qualifie de juste cause. La Chine soutient toujours le peuple palestinien dans sa juste cause de restauration des droits légitimes. Le président Xi Jinping a envoyé des messages de félicitations à la réunion commémorative spéciale de l'ONU à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien pendant 10 années consécutives et a soulevé les initiatives de la Chine pour promouvoir à plusieurs reprises le règlement de la question palestinienne. Il a aussi souligné la nécessité de promouvoir fermement un règlement politique de la question palestinienne sur la base de la solution à 2 États et de renforcer les efforts internationaux en faveur d'un règlement pacifique. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine continuera à travailler dur avec la communauté internationale pour un règlement global, juste et durable de la question palestinienne dans les meilleurs délais. Dans l'actualité au Soudan, la nouvelle période de trêve de 24 heures est entrée en vigueur ce samedi à partir de 6 heures du matin en local. Une trêve qui, pour l'heure, demeure inviolée. Quelques heures après son entrée en vigueur, justement, le calme semblait régner au niveau de la capitale Khartoum et de ses abords. À la suite de l'incident survenu avec l'envoyé spécial des Nations Unies au Soudan, déclaré persona non grata par les autorités soudanaises, le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a réagi en conférence de presse. Eh bien, je pense que ce que je peux vous dire, c'est que le secrétaire général rappelle que la doctrine de la persona non grata n'est pas applicable au personnel des Nations Unies, ni à son égard, et que son invocation est contraire aux obligations des États en vertu de la Charte des droits de l'homme. Au Sahara occidental, l'appareil diplomatique de l'occupant marocain continue à user du mensonge. De nouvelles allégations quant à la présence d'enfants soldats dans les camps de réfugiés sahraouis font réagir le Front Polisario qui déplore les méthodes perfides et les boules puantes de Rabat. Le point avec Souhila Akilal. Les allégations de l'occupant marocain quant à la présence d'enfants soldats dans les rangs de l'armée sahraoui, une nouvelle fois démentie par le Polisario. C'est par la voix de son représentant auprès des Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO
Sidi Mohamed Ammar que le Polisario a fortement démenti ces informations mensongères de l'occupant marocain. Le représentant de l'occupant marocain a une nouvelle fois souligné ses compétences inégalées dans le domaine de la désinformation et des mensonges flagrants lors de sa contribution écrite à la conférence internationale d'Oslo, avançant des mensonges sur le recrutement militaire d'enfants dans les camps des réfugiés sahraouis, des allégations déjà démenties par le Front Polisario. En effet, ce n'est pas la première fois que l'occupant marocain se rend coupable de ce genre de pratique. Dans la foulée de la visite du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, les médias marocains avaient relié ces informations mensongères. Pour rappel, ces allégations ont été officiellement démenties par l'ONU par la voix du porte-parole du secrétaire général de l'organisation, Stéphane Dujarric. De nombreuses agences des Nations Unies, de l'Union européenne, travaillent dans les camps des réfugiés sahraouis depuis des décennies et aucune d'entre elles n'a soutenu ce genre d'allégations. Pour les observateurs, la diplomatie marocaine en perte de vitesse et de légitimité par les scandales successifs qui ont entaché sa réputation a recours aux mensonges et aux alliances contre nature pour essayer de dissimuler ses crimes à l'encontre du peuple sahraoui, considéré aujourd'hui comme la dernière colonie du continent africain. Au Mali, au moins, un soldat appartenant à la mission des Nations Unies, MINUSMA, a été tué tandis que 4 autres ont été blessés ce vendredi à la suite d'une embuscade dans le nord du Mali, à proximité de la ville de Ber. C'est ce qu'a annoncé la MINUSMA vendredi sur son compte Twitter. Nous l'évoquions tantôt en titre, nouvel attentat meurtrier en Somalie, revendiqué par le groupe Al-Shabaab, encore une fois, cette fois-ci au niveau d'un hôtel-restaurant situé à la capitale Mogadiscio, est survenu justement dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan provisoire affiche au moins 9 morts, dont 6 clients et 3 soldats, ainsi qu'une vingtaine de blessés. J'ai vu 4 cadavres, 2 femmes et 2 hommes, et j'ai été choqué quand je les ai vus. C'était une scène très choquante, mais Allah m'a sauvé. Direction la Russie où le président Vladimir Poutine a annoncé le déploiement d'armes nucléaires tactiques chez son voisin biélorusse, et ce dès le mois de juillet prochain. L'annonce a été faite lors d'une rencontre ayant réuni à Sochi le président russe et son homologue biélorusse Alexander Loukachenko. Vladimir Poutine estime, selon un communiqué du Kremlin, que tout est conforme au plan. Le 7 ou 8 juillet, les préparatifs pour les installations nucléaires correspondantes seront effectués. Et dans le même temps, nous commencerons les activités concernant le déploiement du type d'armes en question sur votre territoire. Et de son côté, Alexander Loukachenko a déclaré que les deux pays allaient construire leurs relations en ne comptant que sur eux-mêmes. Nous allons progressivement construire nos relations. Je l'ai déjà dit publiquement lors du rassemblement des secrétaires des conseils de sécurité de la communauté économique eurasienne qu'avec la Russie, nous proposerons un plan d'action pour cette situation. Il ne sert à rien d'espérer que les sanctions soient levées. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes. L'actualité en Ukraine également, le président russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi que la contre-offensive de Kiev avait commencé, mais qu'elle n'avait pas, selon lui, atteint le moindre objectif qui lui était assigné, ce dans aucun des secteurs signalés. Nous pouvons affirmer avec certitude que cette offensive a commencé. En témoigne l'utilisation des réserves stratégiques de l'armée ukrainienne. C'est la première chose. Deuxième, les troupes ukrainiennes n'ont pas atteint les objectifs qui leur étaient assignés dans aucun secteur. C'est absolument évident. Il y a eu 5 jours de combats intenses. Par exemple, au cours des dernières 24 heures et la veille, il y a eu des combats très intenses et l'ennemi n'a obtenu aucun succès dans aucun secteur. Conflit en Ukraine toujours et l'initiative de la mer Noire autour de l'accord sur les céréales. Lors d'une rencontre entre la patronne de la CNUSED, Rebecca Greenspan, et le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Verchinin, les Nations Unies disent vouloir se concentrer sur la promotion des exportations russes de céréales et de fertilisants
Et ce à la suite des menaces brandies par Moscou de se retirer de l'accord dit d'Istanbul si les restrictions sur ses propres produits n'étaient pas levées. Dans les semaines à venir, nous continuerons de nous concentrer sur la mise en œuvre du protocole d'accord et sur l'obtention de nouveaux résultats avant la date limite du 17 juillet, afin de permettre la mise en œuvre complète des accords d'Istanbul, qui comprennent le protocole d'accord et l'initiative de la mer Noire. L'ONU reste résolument engagée à œuvrer pour la sécurité alimentaire mondiale, en veillant à ce que les aliments et les engrais essentiels atteignent les marchés mondiaux et soient disponibles et abordables pour tous. En France, et après l'émotion qu'a suscité l'attaque au couteau dont ont été victimes 4 enfants dans la région d'Annecy, le temps est à la récupération politique du côté de l'extrême droite qui n'hésite jamais à instrumentaliser la peine et la douleur à des fins de stratégie politique. C'est un sujet signé Safouane Ben Sabri. S'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit. Et je crois que c'est ça qui nous a tous bouleversés et qui vous a bouleversé, vous qui êtes intervenus dès les premières minutes. Jeudi 8 juin, aux alentours de 10h du matin, un homme armé d'un couteau s'attaque à des enfants et leurs parents dans un parc à Annecy. L'homme est de nationalité syrienne. 1h30 plus tard, sitôt la nationalité de l'homme connu, on assiste alors à une récupération politique en règle de la part de la droite et de l'extrême droite française. Plusieurs personnalités se sont épandues en critiques acerbes envers la politique migratoire de la France, dont le chef du Rassemblement national Jordan Bardella qui mentionne la nationalité de l'assaillant, tout en prenant le soin de ne pas évoquer sa confession chrétienne. Fidèle au poste, Éric Zemmour, chantre de la théorie du grand remplacement, saisit l'occasion pour introduire un mot nouveau dans le lexique politique, le francocide. La révélation de la confession de l'assaillant syrien de 32 ans a par la suite mis dans l'embarras les 2 familles politiques, dont plusieurs responsables s'étaient empressés de dénoncer un attentat islamiste. La terminologie utilisée par les commentateurs de l'agression a de suite été réajustée. Le procureur de la République française n'a par ailleurs retenu aucun mobile terroriste. Alors qu'en France, il y a entre 120 et 140 attaques au couteau par jour, lorsque les attaques sont commises par des étrangers, la couverture médiatique et les réactions politiques se démultiplient. Football, plus que quelques heures avant une finale historique qui mettra aux prises les Italiens de l'Inter Milan aux Anglais de Manchester City en finale de la Ligue des Champions d'Europe à Istanbul. Les spéculations vont bon train sur qui remportera la coupe aux grandes oreilles entre des Nerazzurri déjà 3 fois vainqueurs de la compétition et des Citizens qui courent toujours derrière un premier sacre européen. Amine Toutah vous plonge dans les coulisses de cette finale. Entre les Sky Blues et les Nerazzurri, Istanbul tranchera. La ville turque vibrera à nouveau aux couleurs de la finale de la Ligue des champions européenne, 18 ans après la finale d'anthologie entre Liverpool et le Milan AC. Cette fois-ci, ce sera le rival, l'Inter de Milan, qui se mesure à Manchester City pour une affiche exceptionnelle, mais surtout inédite. Les poulains de Guardiola aspirent à une première levée du trophée continental dans l'histoire du club mancunien qui a affiché explicitement ses ambitions depuis la phase des poules. Quand il est arrivé à City, il avait la possibilité d'acheter beaucoup de joueurs, de dépenser beaucoup d'argent, mais voyez-vous, vous ne pouvez pas acheter de trophées. Il avait donc raison de construire une équipe et c'est ce qu'il a fait. Championnat et coupe en poche, Gundogan et Mahrez affronteront Lautaro Martinez et Lukaku. Le dernier club italien à avoir remporté la coupe aux grandes oreilles ne compte pas faire figure de simples participants. Nous ne verrons pas un Inter qui va attaquer, ils seront très organisés et City est celui qui va attaquer. S'il y a 0-0 à la mi-temps, alors bien sûr il y aura des possibilités. L'Inter Milan rêve de décrocher une 4e étoile de son histoire en Ligue des Champions, tandis que Manchester City aura une 2e chance de soulever le trophée après l'échec de 2021 contre les Blues de Chelsea. Mon pronostic, c'est que ça ira au tir au but. Après un score de 1 partout, l'Inter le remportera au pénalty. Rendez-vous samedi à Istanbul et place au spectacle.
Et rendez-vous 20h heure algérienne pour ce match de finale de Ligue des Champions d'Europe. Sur ce, ça termine ce Midi Info. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.